Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, lundi 20 mars, avec vous pour commenter l'actualité avec, on peut le dire aujourd'hui, une Dream Team, c'est le cas tous les jours, mais aujourd'hui il y a du lourd. Frédéric Dabi, bonjour, merci directeur général de l'IFOP, vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Vous pourriez faire un tome 2 parce que La Fracture ça concernait la jeunesse, là je pense qu'il y a une fracture béante. C'est en construction. Voilà. Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, tout compte fait tous les matins à 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio. Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste, on vous retrouve sur LCI également et puis dans l'édito politique tous les lundis à 7h30, 7h35 très exactement sur Sud Radio. Bonjour Arlette. Bonjour. Et bonjour Benjamin Cauchy, vous êtes chef d'entreprise. On vous a connu gilet jaune et on va parler avec vous de la mobilisation, des mobilisations dans la rue. Évidemment, aujourd'hui, le fil rouge de cette journée, c'est la motion de censure. A-t-elle des chances d'être adoptée ? Parlons également d'Emmanuel Macron, de ce communiqué hier envoyé à l'AFP qui, moi, m'a semblé être un bras d'honneur, mais vous me direz ce que vous en pensez. La contestation peut-elle se radicaliser ? Et puis notre sondage IFOP Sud Radio, Sud Radio Le Figaro, les Parisiens sévères avec la politique d'Anne Hidalgo. Rachida Dati était dans ce studio, vous l'avez entendu. D'ailleurs, Patrick Roger a pris quelques minutes de plus, je lui pardonne. On va parler de Paris, peut-être écouter aussi ce qui a été le buzz du week-end, la chanson de Pierre Perret. Écoutez. Pauvre Paris, Paris en lady, dans quel état ils t'ont mis? Ils avaient promis le Nirvana, et c'est la Bérésina. Où es-tu Paris, lumière des cités, qui était de la France la bergère? Voilà. Donc ça c'est incroyable, ça a démarré sur le chapeau de roue, si on peut dire. Et il n'invente rien, si je puis dire. Il y a une célèbre chanson de Ginette Garcin dans le film Les uns et les autres. Paris, t'es dégueulasse, t'es tout crasseux, couvert de crasse, etc. Mais bon, ça fait buzz, effectivement. Mais en tout cas, ça a fait le buzz. Et si ça a fait le buzz, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette chanson. Et c'est ce qu'on retrouve dans votre sondage, Frédéric Dabi. Peut-être vous demander de détailler. En quelques mots, alors c'est un sondage qui n'arrive pas comme ça. Il est réalisé symboliquement à mi-mandat. Et on l'avait fait pour chaque mi-mandat. On l'avait fait en 2011 pour le mi-mandat de Bertrand Delanoë avec déjà Sud Radio et le JDD. En 2018 pour le mi-mandat plus un an d'Anne Hidalgo, puisqu'en 2017 tout le monde était sur la présidentielle. Et donc il y a des indicateurs posés historiquement. Moi, ce qui me frappe, c'est trois choses. L'idée du déclin de Paris est maintenant intégrée par les Parisiens. En 2011, 50% des Parisiens considéraient que Paris évoluait plutôt en bien. En 2023, 59% plutôt en mal, et c'est majoritaire à gauche, et c'est majoritaire dans les arrondissements de gauche. Un des enseignements de ce sondage, par le passé, Valérie, dès qu'il y avait une enquête sur la ville de Paris, sur des questions politiques, il y avait toujours des différences très fortes gauche-droite. Et ce qui sauvait, entre guillemets, la majorité de l'époque, la majorité de Delanoë, la majorité Hidalgo, c'est que les gens de gauche étaient très différents des gens de droite. Là, on a un constat commun. Déclin en premier, 38% seulement des Parisiens considèrent que la ville accomplit un travail excellent ou bon. On a fait il y a peu de temps une enquête à Lyon, pour Lyon Capitale et Sud Radio, on était pour le maire de Lyon, pourtant en difficulté à 48%. Et puis là, pareil, il y a un décalage de 29 points par rapport à l'époque de Delanoë. 29 points. Et puis troisièmement, l'image de la maire. En temps normal, dans une ville, il y a l'action, il y a l'incarnation. On peut être sévère sur l'action municipale, mais toujours la figure du maire rassure. Là, on est sur une pente vertigineuse. En 2016, on avait 52% des Parisiens qui étaient satisfaits d'Anne Hidalgo. En 2018, 42%. Là, on est à 32%. Et là aussi, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas un bonus particulier du côté des arrondissements de gauche, avec... Quand on regarde le jugement détaillé sur l'action faite municipale, on a des chiffres extrêmement bas, 17% seulement de jugement positif sur la propreté, 23% sur la dette et le budget de la ville et les finances publiques, 29% sur la sécurité. Tout en gros est en baisse d'une dizaine de points depuis 2018. Dernier point, ce qui était un vrai atout pour la majorité municipale pendant le premier mandat d'Anne Hidalgo, c'était elle fait des travaux, mais il y a une cohérence, c'est le climat, le réchauffement climatique. Là, même sur cet item, la lutte contre la pollution et le dérèglement climatique, on est passé de 43% de jugement positif à 32%. Donc, c'est un très mauvais sondage. Et ce qui me frappe, c'est l'atténuation
des clivages. Paris voit l'évolution de la ville de manière homogène. Et donc ce n'est plus politique aujourd'hui. Ça s'est dépolitisé. Alors on est à 3 ans du vote, il n'y a pas d'intention de vote, donc il faut être prudent, même s'il y a cette question qui ferait un bon maire. Ça donne une idée. Une coloration qu'on n'avait jamais vue. Et c'est vrai que Rachida Dati en tête avec 45%, c'est la première fois depuis tout simplement Jacques Chirac que 3 ans avant un vote, on a un candidat de droite naturel à la mairie de Paris. Jean Tibéry avait déjà Philippe Seguin qui lui mordait les mollets 2 ans avant. Françoise de Pagnafieux avait des grandes difficultés. NKM avait été élu 1 an avant l'élection. Rachida Dati, en 2020, avait été désignée qu'en novembre 2019. Donc là, il se passe quelque chose en termes d'une alternative possible, mais on sait que le mode de scrutin est très très particulier. Ce sondage ne veut absolument pas dire défaite irrémédiable de la majorité municipale. Oui, non, je voulais poser une question à Frédéric Dabi, parce qu'on sait que l'élection au suffrage indirect, finalement, à la mairie de Paris, c'est 3-4 arrondissements qui font la décision. Est-ce que dans ces arrondissements-là, Frédéric Dabi, la maire Anne Hidalgo est également en difficulté ? Clairement, oui. Quand on prend par exemple sa cote, elle a 32% de personnes satisfaites. Elle n'est qu'à 35% dans le 18e, 19e, 20e, qui sont vraiment les arrondissements qui pourvoient, qui envoient le plus de conseillers municipaux de gauche. Et quand on regarde, comme le dit Eric, les swing arrondissements, ceux qui font par exemple que la gauche a gagné en 2001, le 12e, le 14e, elle est en dessous de sa moyenne, avec 29%. Alors, est-ce que l'effet JO pourrait retourner les choses ? Est-ce que des JO bien réussis pourraient redonner une cohérence à l'action municipale ? Est-ce qu'Anne Hidalgo est candidate ? Elle l'a dit qu'elle n'était pas, puis elle a, dans un article dans Libération, réouvert la porte. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Elle n'était pas candidate non plus à l'élection présidentielle, si vous vous souvenez. C'est ça. Parce qu'elle avait été réélue maire de Paris, elle ne pouvait pas être candidate à l'élection présidentielle. Donc on a un sondage qui est relativement cinglant, homogène, mais qui n'est pas, à mon avis, qui n'est plus que jamais pas prédictif. Oui, Arlette Chabot sur ce sondage qui est pas très étonnant, mais qui confirme en tout cas un sentiment. Quand on voit les chiffres, c'est toujours plus fort que on dit elle est en chute, en popularité. Mais un mot quand même, elle a été candidate à l'élection présidentielle. On connaît le score national, c'est-à-dire 1%. Et à Paris, vous avez en tête, Frédéric, elle avait fait 2,2 de mémoire. 2,2 à Paris, voilà. Merci de le rappeler. Donc quand on est maire de Paris et que dans sa ville, on obtient un score aussi faible, voilà. Après, la disparition de la vision de gauche ou de droite sur le bilan, c'est intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des faits. Bien sûr, c'est ça. Ce sont des faits. On n'est plus dans l'idéologie. Le constat est le même que vous soyez de droite ou de gauche. Pour reprendre les clivages anciens, vous constatez que la ville est sale de la même façon. Donc je pense que c'est ça pour moi le plus important. Et qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis son élection, au contraire. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que l'enquête a été faite, elle se situe toujours dans un contexte, elle a été faite la semaine dernière. À partir de mercredi, le conflit des éboueurs a été très visible. Alors ça n'a pas amélioré les choses, mais croire que c'est seulement ça qui explique ces mauvais résultats, on a des chiffres qui sont très enracinés. Et c'est vrai que la disparition des clivages, le constat commun, le fait que l'incarnation municipale ne permet plus de tirer l'action, montre une gauche municipale en difficulté très forte à 3 ans du vote. Mais je le répète, on essaiera dans quelques mois de faire une première mesure électorale. Ce n'est pas prédictif. Deuxième candidat plébiscité, ce serait Gabriel Attal. C'est assez tonitruant parce qu'il n'a jamais fait loin des autres. Oui, il n'a jamais fait le début d'un pas vers la municipalité. Il n'y a que dans un microcosme médiatique et politique on dit oui. Et si c'était lui, il arrive à un niveau très élevé. C'est lié à sa forte visibilité, au fait que c'est un des rares acteurs du macronisme qui a percé depuis 2017. Et c'est vrai que dans un match qui pour l'instant n'existe pas, il devance nettement Clément Beaune, mais Clément Beaune fait un score satisfaisant, et ainsi que Marlène Schiappa et Olivia Grégoire. Mais aucun de ces trois-là. Pourquoi vous avez sondé Olivia Grégoire ? Parce que on parlait d'elle, mais voilà, j'ai tout à fait conscience qu'on aurait pu citer d'autres personnalités, mais elle est députée de Paris en 2017, réélue en 2022. Elle était une actrice ou un acteur de la campagne de 2020 avec Benjamin Griveaux, donc il était légitime, je pense, de la tester. Très bien, on marque une pause et puis on se retrouve dans un instant. Motion de censure, les jours d'Emmanuel Borne, Elisabeth Borne sont-ils comptés? Les Républicains, comment vont-ils ressortir de cette journée? À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, je ne sais pas si cet après-midi l'Assemblée nationale se mettra d'accord sur ce vote de censure, sur cette motion de censure. On en parle avec vous. On va commencer avec vous, Arlette Chabot, avec un état des lieux. Où on en est ce matin? Est-ce que cette motion a des chances de passer? On est un peu en train de faire Madame Irma. Et quel est l'enjeu en fait de cette motion de censure? Je ne suis pas Madame Irma, donc je fais très attention. Et voyez, par exemple, on s'intéresse forcément toujours au vote des députés républicains qui sont extrêmement divisés. Combien hostiles à la réforme des retraites pourraient aller jusqu'à voter la censure, avec, j'allais dire, presque la bénédiction de la Première ministre qui, comme d'ailleurs tous les autres membres du gouvernement, disent désormais que il y aura un vote sur le projet des retraites, c'est le vote de censure. Donc, si vous êtes hostile à la réforme, en gros, le gouvernement vous encourage à provoquer presque une crise de régime, en tout cas une crise politique, en vous disant soyez logique avec vous-même. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Aurélien Pradé, et c'est encore aussi d'incertitude, dont le Figaro disait qu'il n'irait pas jusqu'à voter la censure, affirme ce matin qu'il va le faire. Donc on est quand même dans une incertitude. Combien seront-ils à braver la direction du parti et à voter effectivement la motion qui rassemble? Difficile de le dire. Je pense qu'il en faudrait 25, 30. Oui, c'est ça, il en faudrait 25 presque la moitié, 30, la moitié du groupe, ce qui paraît c'est beaucoup. Mais en même temps, effectivement, on voit par exemple que Bruno Le Maire disait lui-même qu'il y avait un doute sur le vote de la réforme des retraites. La moitié des députés LR menaçaient soit de s'abstenir, soit de voter contre. Donc, aujourd'hui, où en sommes-nous? Et en plus, une censure évitée à 10 voix, c'est pas une performance. Oui. Benjamin Cauchy. Oui, par rapport à cette motion de censure, je crois véritablement que finalement Emmanuel Macron a raison quand il dit qu'il va falloir attendre le cheminement démocratique. Il ne peut pas dire autre chose aujourd'hui que de rester dans le cadre strict des institutions. Moi, ce que je vais surtout noter, c'est finalement l'impuissance des organisations syndicales. Et moi, ce qui m'a interpellé ce week-end, et ça va avoir sans doute des incidences sur la décision des députés, c'est le fait que les bases syndicales et la population n'écoutent bientôt plus les organisations syndicales. Et je crois que dimanche, en allant faire le tour des marchés, certains députés, notamment LR, mais sans doute également Renaissance, vont avoir un cas de conscience véritable cet après-midi. J'entendais Patrick Vignal, un député Renaissance, hier sur une chaîne consoeur, qui était quand même dans une certaine logique de Normand, on va dire. À la fois, il ne voulait pas aller à l'encontre du gouvernement, mais il expliquait que la réforme était mal ficelée, qu'il fallait l'amender au maximum. Donc on sent bien que ça tergiverse au sein de Renaissance. Ce n'est pas pour assurer la population qui, finalement, devant ce capharnaüm parlementaire, est en train de se dire que l'Assemblée nationale ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qui m'inquiète profondément. Éric Revel. Bon, mathématiquement, ça paraît difficile, mais je vais vous dire, le gouvernement nous a habitués à faire un sans faute en matière d'ineptie, de bévue de communication, etc. Et là, Arlette Chabot a raison de rappeler cette déclaration d'Elisabeth Borne, mais je vais vous rappeler aussi autre chose, la prise de position de Madame Aurore Berger, qui dit sans les nommer, en fait, certains députés LR sont venus à Matignon pour réclamer de l'argent. Bon, très bien. Donc, en fait, je ne sais pas si elle allume un contre-feu, puisque la rumeur voulait que certains députés LR soient achetés. Elle dit non, ils ne sont pas achetés, ils sont vendus. Mais pardonnez-moi, quand vous avez besoin de députés LR pour que cette motion de censure ne soit pas votée, vous y prenez pas comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait eu un sans faute du gouvernement sur l'explication plus que confuse et les mensonges sur cette réforme des retraites. Eh bien, ça continue, pas de membres du gouvernement, de ceux qui souhaiteraient y rentrer, comme Madame Berger, voilà. Mais c'est absolument hallucinant, pardonnez-moi. C'est du sens politique niveau zéro. Oui. Frédéric, donc c'est effectivement, tout le monde le dit, il y a peu de chances qu'elle passe cette motion. Maintenant, le gouvernement ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Oui, et puis il y a aussi des conséquences sur la scène syndicale et dans la rue, puisque on ne peut pas imaginer une seconde. Autant je suis très prudent sur le devenir de cette motion de censure, qui devrait ne pas passer de peu, mais il faut vraiment être une prudence dessus. Ce qui serait le pire des scénarios. Oui, voilà. Et parce que si je suis d'accord avec vous, repoussé à 3 mois près, c'est catastrophique. Il ne faut pas croire que
le gouvernement, que même si elle est repoussée, tout va s'arrêter, la loi est promulguée et on passe à autre chose. Le 49.3 a été un véritable carburant d'un retour de flamme, si je peux dire, de la mobilisation, avec maintenant des mouvements sporadiques et plus violents. Il y a la grande journée de jeudi prochain. Il y a toujours un autre carburant, si je puis dire, à ce mouvement social, c'est la question de l'inflation, du pouvoir d'achat, qui est le premier sujet dans le sondage IFOP-JDD d'hier sur la popularité présidentielle. Il n'a jamais été aussi bas. Il n'a jamais été aussi bas depuis février 2019, depuis après le mouvement des Gilets jaunes, 28%. Et le baromètre IFOP-JDD a une profondeur historique. Quand on regarde les présidents lors de leur second mandat, François Mitterrand avait 47% de satisfaits en mars 89, Jacques Chirac en mars 2003 avec 67%, c'est l'époque de la non-intervention en Irak. On a un Emmanuel Macron qui, comme tout président, Jacques Chirac au moment du CPE, au moment de la fin de son mandat, paye le prix d'une réforme impopulaire. Il le paye extrêmement fort avec l'idée majeure. Il y a un mot que les Français citent, c'est l'écoute. Ils n'écoutent pas la rue, les syndicats, les Français, les manifestants. Et quand on voit la teneur des verbatims, la violence, la radicalité, il y a un peu une ambiance fin de règne alors qu'il reste 4 ans et 1 mois de mandat au président. Oui, donc la suite, quand hier donc ce communiqué issu de l'Élysée qui dit que la réforme achève son cheminement démocratique et qu'il a exprimé son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout, c'est une fin de non-recevoir. Arlette Chabot. On pourrait même dire avec un peu de mauvais esprit. Voilà, provocation. En tout cas, parce que le processus démocratique, le problème, c'est que pour une grande partie des Français aujourd'hui, pour ne pas dire l'extrême majorité, le 49.3 n'est pas démocratique pour faire passer une réforme des retraites. Et c'est un sentiment aussi partagé, même par des parlementaires. Évidemment, mais sauf c'est dans la Constitution. Mais, bien sûr, mais il n'y a pas de légitimité, parce que ça arrive au bout en plus d'un processus, on sait qu'il sera contesté devant le Conseil constitutionnel d'ailleurs, accélération effectivement de l'examen à l'Assemblée, au Sénat. Donc ce parcours est quand même déjà largement contesté. C'est d'ailleurs le fond du texte de la motion qui rassemble tout le monde à l'Assemblée. C'est pas un texte condamnant la réforme des retraites, c'est un texte condamnant le processus utilisé, les procédures utilisées par le gouvernement. Donc là, je pense que dans la série, je remets 1 euro dans la machine à contestation. C'est ce qu'a fait le président hier. Alors je suis tout à fait d'accord avec Arlette Irma. Madame Irma. Non, je suis d'accord. Envoyer un communiqué à l'AFP, ça fait partie de la provocation macronienne. Mais il va y avoir pire. Il va y avoir pire à l'insu de leur plein gré, parce qu'ils ne regardent pas la communication qu'il faut gérer devant. Vous savez que le 26 mars, pour sa première visite d'État, la France accueille le roi Charles. Et on l'accueille où? À Versailles. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? On est en plein débat sur les retraites, sur un peuple qui a faim, qui est dans un niveau d'inflation et de pouvoir d'achat. Et je pense, pour en avoir discuté avec quelques ministres qui tombent un peu des nues, pardon, ah oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, non mais c'est pas possible. Mais si, monsieur le ministre, c'est possible. Regardez votre agenda présidentiel. La France va accueillir le roi d'Angleterre le 26 mars à Versailles. Mais au niveau du symbole, est-ce qu'on aura un roi, une reine qui dira, il demande du pain, donnez-leur de la brioche? Allons. Allez, petite pause, 9h26 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et vous ne croyez pas si bien dire, Éric Revel, puisque... suivez mon compte Twitter, Valérie, bon Dieu. En sujet numéro 1 sur Twitter, c'est Versailles. Et Alexis Poulain écrit 74% des Français souhaitent que la motion de censure passe, sinon le 27, Macron dîne à Versailles avec le roi. Écoutez, on traitera ce sujet peut-être plus tard. Peut-être juste savoir comment Emmanuel Macron peut sortir de cette situation. Est-ce qu'il est dans une impasse? Si la motion de censure n'est pas votée, que se passe-t-il? Puisque ça veut dire que la réforme des retraites est votée. Je ne sais pas qui veut... non, mais déjà, Frédéric, c'est peut-être prendre la parole. Car pour dire quoi? Est-ce qu'il est audible? Pour dire quoi? C'est ça. Il s'y prépare en tout cas depuis quelques jours. Je vais essayer de répondre, mais je n'ai pas la réponse. C'est vrai que c'est compliqué. Si la motion de censure ne passe pas, si le Conseil constitutionnel ne censure pas la réforme, même s'il y a des risques sur quelques articles, comme par exemple l'index senior, il importera au président d'essayer de reprendre la main
d'intervenir. Alors peut-être pas dans une intervention ex-cathédrale, une intervention solennelle, parce qu'il y en a eu tellement que ce format me semble un petit peu démonétisé, mais dans le cadre peut-être d'une intervention avec des journalistes pour revenir sur la période et essayer de sortir, de fermer cette page retraite et de donner des nouvelles perspectives sur d'autres sujets, notamment sur le pouvoir d'achat, notamment sur le quinquennat à venir. C'est très compliqué parce qu'il y a, et je vais tout de suite ouvrir le parapluie, un élément que nous ne maîtrisons pas, c'est la suite du mouvement social. Cette réforme, elle se joue sur deux scènes. La scène politique et parlementaire, peut-être qu'on pourra dire formellement ce soir, c'est terminé, encore que, et cette scène syndicale qui n'est pas du tout achevée. Puisque s'il y avait eu un vote, on avait bien compris que la CFDT serait revenue, si je puis dire, rentrer à la maison. C'est plus compliqué pour les autres syndicats. On a une radicalisation de toute une série de fédérations CGT. Et c'est là où l'incertitude est forte et une gilet jaunisation du mouvement en termes de radicalité n'est pas impossible. Quelle différence? Tout le monde se tourne vers vous. Alors, ce matin, Benjamin je ne suis pas docteur gilet jaune, je vais juste essayer de faire une comparaison par rapport à ce que j'ai pu vivre il y a vous étiez, on le rappelle, au début sur les ronds-points à Toulouse. Avant que la violence ne prenne le pas et que l'extrême gauche pourrisse le mouvement. Je ferme la parenthèse. Il y a des différences notoires quand même entre ce qui a fait émerger des gilets jaunes et aujourd'hui. La première différence, c'est qu'à l'époque, c'était uniquement sur la taxe sur les carburants. Et comme le dirait Fourquet ou Gulli, il y avait une différence entre la France périphérique, rurale et les métropoles. Aujourd'hui, la réforme des retraites n'est qu'un prétexte à la contestation sociale et le problème d'inflation et de vie chère touche à la fois un urbain qu'un rural. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'Emmanuel Macron, en 2018, avait une véritable majorité, qu'aujourd'hui, il n'a pas. Et les Français ont constaté que cette majorité relative ne permettait pas de gouverner. La troisième chose, c'est que Emmanuel Macron a pu essayer de s'en sortir en 2019, grâce à un grand débat. Il avait trouvé cette porte de sortie qui était celle du grand débat, un tour de France pour crever l'abcès. Collecter ces cahiers de doléances qui avaient émergé partout, d'ailleurs qui sont enfermés dans les archives départementales de chaque département et qui n'ont jamais été utilisés. Donc il y a énormément de différences. Moi, ce qui m'inquiète véritablement, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est l'incapacité finalement, au bout de quelques semaines, des organisations syndicales à être véritablement un contre-pouvoir au parlementarisme. Et ce qui avait... Pourtant, ils ont quand même été très présents. Alors ils ont été présents, mais quels en sont les résultats? La réforme n'a pas été, n'est pas tombée à l'eau. La réforme est passée par les fourches codines des députés, puis des sénateurs, puis des députés, la CMP. Donc bref, il y a aujourd'hui un chemin démocratique qui ne plaît pas à la population et les organisations syndicales le disent depuis quelques jours. Quand vous entendez le patron de la CGT des Bouches-du-Rhône, vous disiez Frédéric à l'instant, d'une radicalisation absolue et qui quasiment légitime la violence. Quand vous écoutez Laurent Berger, quand vous lisez Laurent Berger dans Libé ce matin, ou quand vous le lisez hier sur les réseaux sociaux, il est clairement en train de dire après nous, c'est le chaos. Donc il y a une grande différence par rapport aux Gilets jaunes, c'est que en 2018, les syndicats n'étaient pas là, ont essayé de revenir après. Là, ils étaient là dès le début et finalement, c'est le même constat d'échec. Mais dans l'interview de Laurent Berger à Libération, il y a un point, puisque Valérie Expert nous demandait et maintenant, que va-t-il faire sur l'ère de Gilbert Bécaud, puisqu'on est très en chanson française en ce moment. Et maintenant, Gilbert Bécaud, que va-t-il faire? C'est la modernité. J'attends être Vichefeuillère. Laurent Berger lui dit, mais ne promulguez pas cette loi. Donc ça peut être une porte de sortie. Alors, Arlette Chabot me dira qu'il est... Non, mais c'est un CPE bis. Mais c'est vous qui faites Madame Irma. Un CPE bis, c'est-à-dire que la loi est votée, ric-rac, par une motion de censure qui finalement n'est pas votée, et le président du haut de sa hauteur dit « Je vous ai entendu, je vous ai compris. Je vous ai compris. » Oui, j'enlève le S. Ouais. Mais ça peut être ça aussi, la porte de sortie. Alors je ne sais pas s'il arrivera à mettre son logo. C'est pas le sens du communiqué d'hier. Mais depuis le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, la grande nouveauté, évidemment il y a des questions de pouvoir d'achat, d'inflation, mais la grande nouveauté, et de ce point de vue-là, je le cite souvent, mais je trouve que ça a de l'importance, le petit livre de Maurice Lévy, Ouvrez les yeux, est très éclairant, parce qu'il dit, en fait, aujourd'hui, ce sont les classes moyennes qui sont atteintes. C'est-à-dire qu'il y avait une paupérisation de cette France périphérique, le géographe Éric Dudy, qui l'avait extrêmement bien détaillé, mais aujourd'hui, ce sont les classes moyennes qui prennent de plein fouet, donc il y a une paupérisation des classes moyennes, et si on remonte à plus loin, parce que Arlette Chabot a très bonne mémoire, Michel Alliot-Marie avait écrit un livre qui était
très intéressant. Non. Qui s'appelait La grande peur des classes moyennes. Et j'ajoute, c'est même pas un problème sentimental, c'est un problème factuel. C'est que dans tous les pays, le développement, il est assuré par les classes moyennes. Si les classes moyennes se paupérisent et sont en voie de disparition, ça devient un sujet pour l'économie française. C'est d'autant plus juste que quand on demande aux Français où est-ce qu'ils se positionnent dans des classes sociales subjectives, ils sont quasiment 2/3 à 3/4 à se dire classe moyenne. C'est le livre de Giscard, 2 Français sur 3. Et c'est vrai qu'on a vu dans beaucoup d'enquêtes, IFOP fiduciale pour Sud Radio, des signes de cette paupérisation. Moi, Valérie, j'ai été marqué par notre enquête du début de l'année sur une fois toutes vos dépenses contraintes faites, est-ce que vous mettez un peu d'argent de côté, où il y a 12 points de moins par rapport aux années 2010-2012. Je suis frappé de voir la percée et plutôt l'enracinement du vote RN chez ces salariés, ces petits salariés qui se vivent comme des classes moyennes, qui n'arrivent plus à grimper, qui n'arrivent plus à penser que leurs enfants vivront mieux qu'eux, et ces 50-64 ans, qui sont des classes moyennes très souvent par excellence, qui vont prendre directement la prochaine réforme des retraites, qui épargnent peu, qui vivent la retraite comme une nouvelle période faite difficile, qui disent également que sur le plan intime et personnel, elles sont touchées par la dépendance de leurs proches. Donc ces classes moyennes, oui, je pense que c'est la grande affaire de la suite du quinquennat. Alors, Emmanuel Macron l'avait esquissé lors de ses vœux du 31 décembre avec son anaphore, c'est par le travail que... Enfin, il avait beaucoup parlé du travail, mais il faut maintenant... Peut-être on a été un peu, ils ont traité les choses à l'envers en commençant par les retraites avant de parler du travail. Mais cette question du travail, de la reconnaissance du travail, qu'est-ce qui a fait aussi que les gilets jaunes ont été derrière les ronds-points? Vous vous en souvenez? C'est le travail qui paye mal. C'est le fait que j'ai 2-3 boulots et je n'arrive pas à vivre. C'est peut-être le sujet majeur. Et la question du partage, de la taxation des très hauts salaires, des dividendes, va revenir et ça ne sera pas porté que par l'extrême gauche. Alors, juste, Arlette, à la question, et maintenant? Que vais-je faire et maintenant, c'est-à-dire, est-ce que l'histoire, est-ce que CPE bis, remaniement, dissolution, est-ce qu'il peut renoncer à cette loi? Non mais Madame Chabot, pardon. Non, je vous en prie, mon cher. Et c'est difficile de s'en sortir pour le président de la République, évidemment. Il n'est pas Jacques Chirac. Non. Ça, on le saurait. Jacques Chirac, il a reculé 2 fois. Ils ont reculé en 95, il a reculé en 2006 sur le CPE. Une fois les retraites, une fois le CPE. Alors, on avait beaucoup, il faut quand même être honnête, on avait beaucoup ri, plaisanté, on s'était moqué à l'époque. On avait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce président qui vient à la télévision dire que finalement on n'appliquera pas une loi qui a été promulguée, c'est invraisemblable. Reste qu'il avait préservé effectivement l'unité du pays, c'est ce que souhaitait toujours Jacques Chirac, et il y avait un problème à l'époque, c'est que c'était les jeunes qui étaient dans la rue. Ce qui est toujours extrêmement difficile et traumatisant pour un pouvoir, surtout celui-là. Il y avait déjà eu l'affaire Malik Oussekine avec un gamin qui avait été tué dans une intervention des policiers, qui était mort en tout cas, et qui n'avait pas été tué, il était mort. Donc il y a une sensibilité. Là, on est dans une situation totalement différente. Que peut-il faire? Franchement, on se pose la question. Une dissolution, elle est risquée. 15 jours aussi avant la dissolution de Jacques Chirac, tous les sondages donnaient la majorité sortante largement en avance. Finalement, il y a eu une cohabitation. C'est jamais bon pour celui qui dissout. Changer de gouvernement, ça ne va pas être un choc psychologique. Non, puis ça ne changera rien à la réforme des retraites. Et ça ne change rien. Le problème, il est loi, elle a été votée sur les retraites. Bien sûr. Et je vais juste dire un petit mot par rapport aux Gilets jaunes. C'est l'avertissement depuis le début de Laurent Berger. Impuissance des syndicats, non. Il dit calme, sérénité. Mais avertissement lancé à Emmanuel Macron. 280 000 Gilets jaunes dans la rue, ça donne 13 milliards à l'arrivée. Des millions de Français mobilisés pendant 2 mois. S'il n'y a rien au bout du compte, ça veut dire que le problème de la violence sera posé. Et il peut se poser demain avec des mobilisations improvisées, guillemets, ou radicalisation sur certains secteurs où la grève se maintiendra. Oui, un élément, vous disiez effectivement, on a obtenu 13 milliards, enfin 5 milliards moins 8 milliards d'impôts à prélever sur les années à venir. Entre deux, il y a eu le Covid.
Et Emmanuel Macron a posé 430 milliards d'euros sur la table. Donc autant les 13 milliards pouvaient paraître énormes en 2018, le 11 décembre 2018, quand il est passé à 20h pour annoncer ces mesures, sauf qu'entre deux, il y a eu le Covid, et qu'aujourd'hui, expliquer à des Français qui galèrent qu'il va falloir trouver 5 milliards d'euros d'économies sur une réforme des retraites, alors qu'on a lâché 430 milliards en moins de 2 ans, c'est beaucoup plus moins audible. Et c'est pour ça aussi que les syndicats ont du mal à tenir les troupes. Ouais. Alors oui, risque de violence, Arlette Chabot a raison, risque de violence, basculement dans la rue. Alors attention, je vais me faire un peu cynique politiquement, c'est que le peuple, celui qui ne manifeste pas ou qui n'est pas contre la réforme ou qui est contre les violences, peut aussi considérer que le chaos ne doit pas s'installer et que cette forme de violence pourrait aussi profiter au pouvoir en place. Mais qui est responsable du chaos? C'est pas toujours évident. Mais deuxième chose, c'est parfois le pouvoir. On voit des images très violentes. Bien sûr. Moi, je me suis trouvé dans ce truc-là vendredi soir, jeudi soir, dans une rue de Paris où il y avait des tas de cendres, il fallait slalomer en voiture, des feux, des gens qui couraient dans tous les sens. C'était des scènes de guérilla urbaine. Ouais. Mais il y a un autre sujet, à mon avis, qu'il faudra sans doute que les sondeurs, mais ils sont déjà en train de le préparer forcément, vont mettre en avant, c'est que au-delà de la question de la réforme des retraites, il y a un problème d'exercice de la démocratie. Je pense qu'on est en train de basculer vers autre chose. C'est-à-dire que je me demande si cette constitution de 1958, qui a fait la solidité pour des gens qui incarnaient la fonction, la demande de démocratie des nouvelles générations n'est plus, me semble-t-il, en adéquation avec le cadre, pardonnez-moi, un peu rigide de cette constitution de 58. Parce que la question du 49.3, mettez-vous à la place de jeunes qui ne savent pas forcément ce qu'est la Constitution, qui ne savent pas que c'est un outil constitutionnel. Eux, ils ont une aspiration démocratique qui est totalement différente, me semble-t-il. Démocratie participative, puissance du digital. Et je me demande si la prochaine campagne présidentielle ne se fera pas aussi sur ce genre de thème, au-delà de la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, est-ce que ça ne met pas en exergue, monsieur Dabi, le fait que notre démocratie, allez, un grand mot, est un peu à bout de souffle? Deux choses. Le regard sur le 49.3 a complètement fait changer. Michel Rocard l'utilise 28 fois, ça ne change rien à une popularité étincelante. Et là, depuis le quinquennat, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, tout 49.3 est vu comme un acte de brutalité, d'autoritarisme, de violence et d'atteinte à la démocratie. Ce que dit Eric est très juste sur le rapport des jeunes à la démocratie. N'oublions pas, le point de départ, c'est parce que 40% des primo-votants qui n'ont pas voté au premier tour de la dernière élection présidentielle, ça ne s'était jamais vu. Contrairement à ce qu'on croit, les jeunes pouvaient voter massivement, ils avaient voté autant que l'ensemble des Français en 81, en 95 ou en 2007. Et c'est vrai que il faut réinventer des nouvelles manières pour ces jeunes. C'est vrai qu'ils ils aiment beaucoup la démocratie participative parce que le côté formation, cheminement, ça peut leur plaire. C'est vrai que on l'a vu dans les enquêtes jour du vote pour Sud Radio, TF1, LCI et Match, les moyens de s'informer sur la politique, mais en à peine 5 ans, ont complètement changé. Les discussions en famille, moins 10 points. Les discussions amicales, moins 12 points. Le digital a complètement explosé. Twitter, TikTok, etc. Et c'est vrai que c'est un signe supplémentaire qui montre que croire que tout va s'arrêter ce soir si la motion de censure est rejetée est complètement illusoire. Et on entre dans une période extrêmement mouvante, incertaine. Je serais un peu d'accord sur ce que dit Eric, sur s'il y a vraiment un désordre, un bis repetita du scénario Gilets jaunes où Emmanuel Macron a repris des points, connaît un regain de popularité parce qu'il y a eu toute une France silencieuse contre la chienlit et pour l'ordre et la sécurité, mais je pense qu'on n'aura pas un mouvement équivalent parce que l'idée que le chaos c'est lui, ça pourrait être aussi très fortement contrebalancé cette perception. Parce que on va y revenir dans un instant. 9h44 sur Sud Radio. Je vois le périphérique de la rocade de Rennes est complètement bloqué avec des feux et des barrières qui sont en train d'être mises en place. C'est Stéphane, un auditeur, qui m'a informé sur ce qui est en train de se passer à Rennes. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Ensemble jusqu'à 10h, on continue à parler de la situation en France. Donc vous disiez la démocratie n'est plus celle que souhaitent les jeunes. C'est quoi la solution? Moi j'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Le président de la République peut annoncer une réforme institutionnelle et mettre la suppression ou la disparition du 49.3, par exemple. Je ne sais pas. Au cœur de la réforme, c'est pas exactement ce qui est prévu en
plutôt sur une réforme du mode de scrutin, mais pourquoi pas annoncer, dire la démocratie fonctionne pas bien. Il a écouté Éric Revel. Je ne suis pas sûr qu'ils le disent comme ça, mais en tout cas, ils sont obligés d'aborder le sujet dans son intervention de demain. Il y a une réforme institutionnelle, c'est quand même, elle est déjà discutée et commence à être discutée. Ce que veut le président de la République, il peut accélérer en disant les Français ne se sont pas satisfaits, moi non plus, et on change. Mais franchement, ça ne remettra pas. Non, ça ne remettra pas les compteurs à zéro sur la réforme des retraites. Donc ça, il peut le faire, mais dans l'immédiat, il faut enlever l'irritant absolu. L'irritant, c'est la loi. C'est les 64 ans. C'est les 64 ans, sauf que c'est aussi... C'est plus que ça, c'est ce qu'on disait aussi, et c'est aussi contre Emmanuel Macron. Vous parliez de ce score très bas. Il y a une irritation totale contre, contre le président. Alors, c'est clair que l'irritation est là. Moi, je pense que quand même, c'est une... je ne vais pas inventer, je ne vais pas être dans le scoop, mais au cœur de tout cela, il y a cette assemblée en fait ingouvernable, puisque cette majorité relative et ce nouveau regard sur le 49.3 rend les choses extrêmement compliquées. Imaginons une majorité absolue pour Emmanuel Macron, la loi aurait été votée, promulguée. Il y a toute une partie du mouvement social légitimiste, légaliste, pas jusqu'au boutiste, qui serait rentrée à la maison et on passait à autre chose, ce qui n'empêche pas qu'il y aurait eu de la rancœur sur du chagrin. Il serait resté la question de l'inflation et du pouvoir d'achat, qui est, je le répète, absolument centrale. Quand on demande au journal du dimanche, pour le JDD, à combien est le taux d'inflation, une majorité de Français répond 20%. C'est-à-dire qu'on se calque sur l'inflation des produits alimentaires. Et c'est vrai que Emmanuel Macron concentre une part de rejet extrêmement forte qu'a connue François Mitterrand lors de son second mandat, qu'a connu, malgré sa bonhomie, sa sympathie, Jacques Chirac également lors de son second mandat, quand il a connu émeute de banlieue, référendum du 29 mai, CPE, il a connu une fin de mandat absolument horribiliste. Là où on peut s'interroger, c'est qu'on n'est pas dans le début de la fin de mandat. On est au début de son mandat qui, dans un sens, n'a jamais vraiment commencé. Comment reprendre la main pour lui ? Je pense qu'un remaniement en termes d'impact sur l'opinion, c'est quasi nul, sauf surprise énorme, sauf changement de majorité ou changement d'alliance. Mais ce ne sont pas ces combinations qui change l'état d'esprit des Français. Non, parce que c'est une rechute pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a eu Gilets jaunes, grand débat, et il a reconstruit une image. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on retombe sur le même reproche qui est fait. Il ne connaît pas la France, il ne nous comprend pas, il n'écoute pas. Et là, il n'écoute ni les Français, ni les organisations syndicales, ni les oppositions, ni même une partie de sa majorité qui était très divisée sur l'utilisation du 49.3. Donc, effectivement, il redevient la cible, au-delà de la réforme. C'est ça. Oui, moi je pense que cette réforme des retraites, même si elle ne va pas à son terme, la contestation va continuer. Je crois qu'on a passé un cap et que, comme vous le disiez, la crise du pouvoir d'achat et le fait que vous disiez que les Français estiment que l'inflation est à 20%. Mais quand on regarde de comment est constitué le panier de l'INSEE pour calculer l'inflation, il faut savoir qu'il y a le prix d'un téléviseur, d'un lecteur DVD ou d'une balle de golf à l'intérieur. Donc forcément, vous allez minorer ce que représente l'inflation par rapport à ce que les Français achètent au quotidien. Même si la réforme des retraites ne va pas jusqu'au bout, les Français continueront dans la rue parce qu'il n'y a rien de pire qu'une classe moyenne qui n'a pas à manger. Il n'y a rien de pire que des parents qui ne peuvent plus payer l'inscription à un club de foot ou tout simplement remplir le frigo. Donc là, on est passé à un stade beaucoup plus difficile et un remaniement, je suis d'accord avec vous, ça ne changera rien. Moi, je ne vois que la seule solution qui est celui de la dissolution, qui est de remettre les clés du camion, entre guillemets, au peuple de nouveau. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, la population n'est pas d'accord avec moi, les organisations syndicales... Mais comment vous remettez les clés au peuple ? Ça veut dire quoi, un référendum ? En les refaisant voter, tout simplement. Donc dissolution et en demandant aux Français de choisir une majorité franche, parce qu'on voit bien que le tripartisme, ça ne ressemble à rien. Si c'est pour avoir Louis Boyard pendant 4 ans, je vous assure, je préfère vraiment avoir une dissolution. Donc il est foutu, quoi. C'est vous qui le dites. Vous savez, il y a une dissolution en 97, ça n'a pas empêché Chirac d'être élu en 2002. Hein. Mais sur la différence de perception de l'inflation, pour moi, c'est l'illustration poussée à son paroxysme du décalage entre les élites et le peuple. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ils regardent les chiffres, les gens regardent leur panier
le panier de calcul de l'INSEE, si vous voulez, c'est un truc absolument lunaire, vous le rappeliez. Ouais. Bon, mais autre chose, le problème, je pense, et c'est pour ça qu'il est dans une impasse verbale, alors que le verbe, c'est plutôt le fort du président de la République, c'est que il nous a déjà fait le coup. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu ce Tour de France avec des cahiers de doléances qui servent aujourd'hui à caler les armoires des sous-préfectures et des préfectures. Le Conseil national de la refondation, là, qui était le grand truc, le grand débat, rien du tout. Donc en fait, les Français ne croient plus du tout que ces comités Théodule ou ces conférences vont servir à quelque chose pour leur quotidien. Et c'est là qu'il est dans une impasse politique, en fait. Ouais. Au-delà de dissolution, changement de gouvernement. Ouais. Non, je pense que ce que vous dites quand même, la dissolution pourrait être une solution, mais c'est vrai que compte tenu de l'état des rapports de force, on peine aujourd'hui à imaginer un groupe politique, une force qui ait une majorité absolue, sauf changement d'alliance. LR, Renaissance, mais compte tenu de la manière dont LR ressort de cette séquence retraite absolument essorée, incohérente, quand on voit dans notre enquête de la semaine dernière, il faut fiduciel pour Sud Radio, qui sort renforcé, qui sort affaibli de la séquence retraite, en bas de tableau, on trouve Éric Ciotti et Aurélien Pradié. LR a perdu sa cohérence, qui était retraite à 65 ans. Donc c'est vrai qu'il y a peu de forces qui apparaissent en position de force, et puis même si on dit que le RN s'en sort bien, on n'imagine pas une seconde le RN avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Non. Je le dis avec beaucoup de prudence, mais c'est lié à l'histoire de ce parti et quand même des seconds tours. Qui a changé aussi. Oui, on le voit bien. On le voit bien. Pourtant, dans votre enquête, Marine Le Pen. Oui, c'est la seule personnalité qui apparaît renforcée. Qui apparaît renforcée. Donc on peut imaginer que ces députés aussi. Sans doute, s'il y avait une dissolution, on aurait un groupe RN renforcé. On aurait une NUPES stable ou en légère progression. C'est plus Renaissance et LR qui serait. Mais d'ailleurs, Marine Le Pen a évacué le sujet, puisqu'elle a dit qu'elle ne souhaitait pas être Première ministre. Elle l'a dit dans le JDD, donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas à une majorité, sans doute, du RN à l'Assemblée nationale, mais surtout, elle a en tête, à mon avis, la façon dont les premiers ministres se font essorer. Et là, il faut lui reconnaître quand même un certain sens tactique et politique, quand même. Tactique et politique, mais pour le coup, les Français, je ne sais pas s'ils y trouvent leur compte. Voilà. Non, mais ça, c'est juste une remarque. Mais bon, en attendant, on est quand même beaucoup dans les calculs politiques. Et vous avez des Français, y compris des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller manifester, qui sont dans la rue aujourd'hui. Donc je crois que cette manière de faire de la politique ne correspond plus aux aspirations des Français. La tactique, oui, mais du concret. La seule solution, c'est un système qu'on avait évoqué déjà après la réélection dans des conditions un peu particulières d'Emmanuel Macron, parce que quoi qu'on dise, c'est tout à fait légitime. L'élection n'est pas à contester, mais quand on est réélu face à la candidate du Rassemblement national, ça donne effectivement des conditions différentes. Ce vote m'oblige. Donc la seule possibilité qu'on avait déjà évoquée, c'est de tenter de faire, alors là pour le coup, une coalition, une véritable. Sauf qu'il n'en veut pas. C'est ce que là je veux dire. L'alliance de gouvernement avec des LR, elle pouvait être intéressante il y a un an. Aujourd'hui, les LR étant divisés, affaiblis, c'est compliqué de ne s'appuyer que sur des gens qui ne sont pas fiables. Et puis, on peut aller au-delà, essayer de faire un gouvernement, une sorte d'union nationale pour sortir la France de la crise, en faisant appel... C'est un serpent de mer quand même. Oui, c'est un serpent de mer, mais je vois qu'il y a une allusion dans ce genre faite par Bruno Le Maire. Aujourd'hui, il faut sortir la France de l'ornière, donc d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas? Sauf que jusqu'à présent, vous l'avez dit, Emmanuel Macron n'aime pas partager le pouvoir, donc n'a pas envie d'être entravé. Donc c'est pas évident qu'il propose, mais ça peut être une porte de sortie. Et on va voir, parce qu'on voit que la mobilisation, là, les images en Bretagne, que ce soit à Brest ou à Rennes, sont assez impressionnantes, et sur la volonté de des bonnets rouges, c'était en Bretagne. Souvent, c'est un lieu de contestation et de radicalité. 2013. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, c'était passionnant. Et on se retrouve, nous, dans un instant avec Laurent Gérard, qui va nous parler d'un rôle très particulier dans une fiction qui sera diffusée sur France 2 mercredi.